Et donc, en tant que détaché pédagogique, j'ai donné quelques formations aux enseignants pour les initier au numérique dans le secondaire et récemment dans le primaire. Et là, je me suis rendu compte qu'ils avaient vraiment besoin d'assistance pour pouvoir structurer et organiser leur numérique. Alors, d'où l'idée de mettre Moodle au sein d'une école primaire. Alors, pourquoi une plateforme pédagogique? Tout simplement pour faciliter des remédiations et des dépassements, pour pouvoir individualiser l'apprentissage, pour pouvoir aussi développer des compétences numériques qu'il faudra également définir, parce qu'au niveau du primaire, on n'a pas encore bien défini l'ensemble des compétences qu'on doit voir au fil des années. Travailler d'autres compétences, c'est-à-dire davantage compte des différents profils des apprenants, avec tout ce que permet le numérique, l'audio, le vidéo, permettent aussi aux parents de mieux aider leurs enfants à la maison, en pouvant accéder à des contenus et interagir également, et aussi gagner en efficacité. Il faut que le numérique nous aide à gagner en efficacité par exemple, la conservation des parcours d'apprentissage au fil du temps et leur amélioration. Lorsqu'un enseignant quitte un établissement scolaire pour prendre sa pension, c'est toute une partie de son savoir pédagogique qui s'en va. Et les plateformes pédagogiques sont pour moi un moyen de conserver et de transmettre ce savoir pédagogique. Alors, les plateformes, elles commencent à se répandre dans les établissements scolaires. Après la vague des TBI et puis la vague des tablettes, on arrive maintenant à la vague des plateformes. Oui, mais au départ, les enseignants ou les établissements scolaires se sont tournés vers des sites web, dont l'objectif était de faire la promotion de l'école, mais petit à petit également, ils ont vu un intérêt pédagogique. Ensuite, il y a eu des plateformes qui ont plutôt veillé à l'organisation de l'école. Il y a une plateforme Smart School qui est fort utilisée en Flandre, chez nous. Il y a à peu près 80-90% des écoles en Flandre qui l'utilisent. Chez nous, en Wallonie, c'est plutôt 5-10%. Mais c'est surtout de l'organisationnel. Il y a moyen de faire également un petit peu de pédagogique. Puis vous avez toutes les plateformes bureautiques qui se répandent également dans l'enseignement avec les deux grands, Google et Microsoft. Ensuite, évidemment, vous avez Moodle qui vous propose une plateforme, mais au départ sans ressources. C'est aux enseignants à fournir et à créer ces ressources. À côté de cela, vous avez également de plus en plus un marché qui se développe avec des maisons d'édition et des firmes. En France, vous avez par exemple eTop, il y en a d'autres, et je ne les connais pas tous, mais chez nous, en Belgique, on a Vanin, The Book, etc., qui étaient au départ des maisons d'édition, et petit à petit, en fait, elles ont commencé à proposer des ressources PDF, et puis elles arrivent petit à petit à des plateformes d'activités pédagogiques numériques. Et donc, nous sommes dans un marché de plus en plus concurrentiel. Et donc, si on veut pouvoir développer le numérique de manière économique également, eh bien, Moodle a toute sa place. Et donc, Moodle, pourquoi? Pour développer donc, ces pratiques numériques efficaces des enseignants, permettent ici, avec les kits que je vais essayer de proposer, c'est de permettre aux établissements scolaires et aux enseignants de se concentrer sur la partie pédagogique et beaucoup moins la partie structurelle, organisationnelle, implémentation, installation, configuration de Moodle. Aussi, Moodle, en fait, il est conçu pour, au départ, principalement, un usage universitaire, où là, vous avez des milliers d'étudiants, avec des milliers de cours, mais au niveau d'un cours, par exemple, vous n'avez que quelques évaluations. Si je prends un cours du secondaire,
Eh bien, si dans un cours d'université, vous avez 4-5 évaluations, pour un cours de maths, pour une année scolaire, vous en avez des dizaines. Et donc, à ce moment-là, le cahier de code, par exemple, est beaucoup plus difficile et lourd à configurer. Et donc, il faut pouvoir adapter son interface à des situations différentes. Alors, également, moi, je pense que ici, c'est l'occasion de pouvoir également proposer un nouveau service aux établissements scolaires ou aux enseignants en leur proposant des kits déjà préparés. Voilà, alors je vous propose ici le kit Moodle Prims, en fait pour le primaire, où voici sa structure. Donc, sur la plateforme, il y aura 6 années primaires, avec, pour chaque année primaire, un ensemble de cours et de liens vers différentes informations. Également au niveau du maternel, 3 classes de maternelle. Ensuite, une partie qui est plus information, découverte, organisation de l'école, classe de mère. Le premier degré fera l'objet d'un autre kit, parce que pour ne pas trop charger la plateforme. Il faut savoir que, au niveau de l'infrastructure informatique, nous n'avons pas de serveur personnel. C'est souvent chez des hébergeurs qu'on doit s'abonner, et à ce moment-là, au niveau, parce que la gestion d'un serveur personnel, serveur dédié, est beaucoup plus complexe, et donc à ce moment-là, on peut travailler seulement avec des petites structures que des grosses structures, donc il faut pouvoir se limiter. Alors, au niveau d'une classe, maintenant, voilà comment j'avais conçu les cours. Donc, il y a un cours de base dans lequel on mettra, par exemple, la prise de présence, le journal de classe, le bulletin, les informations aux parents. Dans chaque cours, en fait, j'ai créé 30 élèves et dans chaque cours, il y a 3 groupes de 30 élèves. L'objectif ici est de pouvoir faire travailler des enseignants d'une même classe ensemble. Par exemple, vous avez une 5e A et une 5e B, eh bien, ils vont travailler sur le même espace de cours et donc pour pouvoir faciliter les échanges et la collaboration vu qu'ils sont dans le même espace, plutôt que 2 espaces séparés, que chacun ait son espace. Ensuite, à côté de ce cours de base, en fait, de communication, l'ensemble des cours de l'année seront repris en cours liés, de façon à ce que l'inscription à un cours se fasse automatiquement une fois qu'il a été inscrit dans le cours de base. 3 instituteurs sont également implémentés dans ce cours d'une année. Les parents, j'ai créé également un compte parent pour chacun des élèves, de façon à ce que le parent puisse consulter les documents que l'élève a réalisés, rien que les siens et pas ceux des autres. Donc voilà comment ça se structure, le cours de base, avec le plugin pour pouvoir faire les présences, un espace journal de classe, un espace communication et alors un espace qui sera dédié aux bulletins. Au niveau des bulletins et des points, en fait, dans Moodle, vous avez un cahier de code, mais vous n'avez pas vraiment un bulletin comme on donne aux enfants des écoles primaires. Et donc là, ce serait intéressant de pouvoir avoir quelque chose qui ressemble plus à un bulletin ou qu'on pourrait facilement imprimer par rapport aux codes qui sont déjà là. Au niveau du journal de classe également, je n'ai pas trouvé une manière conviviale de pouvoir paramétrer cette activité-là. Et donc, je me suis servi en fait d'un fichier tableur Google qui permet la configuration comme on veut et d'adapter vraiment le journal de classe par rapport au journal de classe
que l'enseignant utilise. Donc voilà l'ensemble des cours qu'un instituteur aurait à sa disposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ici en Belgique, on est en train tout à fait de revoir les programmes. Et donc, les cours cette année sont en train de changer, et également les compétences. L'objectif ici est de pouvoir introduire déjà dans la plateforme le référentiel de compétences que l'on va avoir à partir de septembre. Problématique aussi, c'est lorsque vous voulez introduire le nom des compétences, c'est que l'espace qui est prévu au départ dans Moodle n'est pas assez grand que pour les phrases que nous avons. Et donc, à ce moment-là, il faut soit le remettre en description, mais ce n'est pas convivial, donc ce serait bien de pouvoir augmenter la taille du champ. Alors, voilà donc, par exemple, un cours de français. Là, pour le cours de français, en fonction des compétences et des matières qui doivent être vues, eh bien, des sections sont déjà créées et organisées, de façon à ce que l'enseignant puisse directement rentrer dans son activité. Donc, cette structure-là est déjà faite. À propos des formats de cours, il y en a peut-être qui utilisaient le format vue-image, qui était très convivial. En 3.7, quand j'avais fait la mise à jour, j'ai eu des problèmes avec le format vue-image, et donc à ce moment-là, je l'ai abandonné au profit du format tuile, qui ressemble très fort et qui, normalement, aura certainement une durée de vie plus longue que le format vue-image, à moins que d'autres se remettent à continuer son évolution. Au niveau des évaluations, voilà, j'ai également pour chaque cours planifié, enfin programmé ou simplement installé un certain nombre d'évaluations par cours qui ont été réparties en différentes périodes qui correspondent en fait à 5 périodes de l'année, premier trimestre, enfin, Noël, Pâques, etc. Et j'en ai mis 5 parce qu'on n'en a pas toujours 5, parfois il n'y en a que 3 ou 4, mais c'est plus facile d'enlever que de remettre. Et donc c'est ça que j'ai préféré installer parfois plus de choses que nécessaire. Ça demande souvent moins de temps à enlever que remettre. Et donc ici, 2 choses, tout ce qui concerne évaluation. Alors vous voyez des questionnaires, pour le moment ils sont complètement vides. Mais ils sont là et ils sont assignés à une période. Même chose pour les devoirs. Voilà, pour le cahier de code, par exemple, pour le bulletin numéro 1. Alors, également au niveau des différents comptes utilisateurs, j'ai créé, donc pour chaque classe, 90 élèves, 3 fois 30, et pour chaque élève, j'ai assigné un petit avatar, qui est mieux que de mettre la photo de l'élève. L'élève, bien sûr, pourra aller changer l'avatar en fonction de la bibliothèque d'images qui sera à sa disposition ou le mettre celui qu'il souhaite. Au niveau des parents, donc un compte parent a été créé et sera mis en liaison avec le compte élève. Pour ça, il y a un plugin pour le tutorat, le mentorat, chez NED au Canada. Ils ont un plugin qui est très intéressant à ce niveau-là. Alors, au niveau des activités que l'on peut développer dans le primaire, bien sûr, il y a toutes les activités Moodle, mais il existe également énormément d'activités externes. Il y en a que vous avez déjà pu observer durant ces 2 jours précédents, avec le H5P, le Genially, le Woodlabs. Learning Labs, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le connaissent, mais ça, c'est vraiment un outil très intéressant, très facile à utiliser avec les élèves, qui leur donne même la possibilité de pouvoir créer eux-mêmes les questions. J'ai peut-être un petit lien. Est-ce que ma connexion Internet est encore opérationnelle?
ne sais pas l'avoir ici pour le moment. Je ne sais pas pourquoi je ne suis plus sur Internet, mais enfin, ce n'est pas grave. Un autre que peut-être vous ne connaissez peut-être pas tous, c'est BookWidget. C'est une firme belge également qui vous propose toute une série de QCM. L'intérêt de cet outil, c'est qu'en fait, à la fin du questionnaire, l'élève reçoit son évaluation directement, mais il peut recevoir un email avec le correctif directement dans sa boîte mail. Je vais voir si ici je vous avais mis un lien, peut-être que si vous avez la connexion Internet et que vous avez un scan de QR code, vous devriez pouvoir y accéder. Merci. Mais moi, je n'ai pas la connexion. Pas de câble. On va réessayer. Ça marche? Ah, voilà. OK, parfait. Alors, le mot de passe, c'est QCM, en majuscule. Voilà, alors je vous montre juste un petit aperçu du type de QCM. Ici, on peut demander à l'élève de dessiner, d'écrire, de faire un schéma. Évidemment, ça, le professeur devra le corriger. Il y a moyen de travailler avec le langage latex, etc. Oui. Également la possibilité de pouvoir déposer une image, une photo qu'on a été recherchée sur Internet ou que l'on a créée. Voilà. Vous mettez le nom de l'étudiant, vous mettez son adresse email, envoyé, et automatiquement, il va recevoir le correctif dans sa boîte email. Donc voilà, un petit outil qui peut aussi être très intéressant. Voilà, comme il ne me reste plus, je crois, beaucoup de temps, voilà, ça c'est le projet de départ. Je suis pour le moment à une version 1.0. Pour la rentrée, il y aura une version 1.1 avec quelques petites perfections au niveau de l'ensemble des choses. Alors, j'ai également fait, puisque je vous ai parlé de Moodlebox, c'est la même idée tout à fait, mais seulement c'est pour un seul enseignant, puisque au départ la Moodlebox est pour une personne. Et donc dans la Moodlebox, c'est le même design, c'est le même look, mais ça s'adresse seulement à un enseignant. Je vais voir si je sais la voir ici. Voilà en fait la plateforme avec, pour par exemple une 5e primaire, l'ensemble des cours qui sont créés. OK ? Et donc, ce sera téléchargeable sur ma plateforme ou sur le Moodle-Moot. Vous aurez le fichier image de la Moodlebox ou carrément tous les fichiers servant à installer la plateforme en migration. Donc, la base de données, le Moodle Data, le Moodle, le config PHP, de façon à ce que vous puissiez éventuellement l'installer ou le tester. Voilà, comme il ne me reste plus beaucoup de temps, je suis là pour vos questions éventuelles. Merci beaucoup pour cette présentation bien illustrée. Du coup, c'est bien d'avoir montré des exemples concrets aussi. Est-ce qu'il y avait déjà des questions tout de suite là, à chaud? Bon, moi, je vais commencer. Du coup, c'est vrai que une grosse problématique pour le primaire et nous, ce qu'on appelle le collège, le secondaire, c'est l'ergonomie finalement. Oui. Et pour cela, en fait, vous avez utilisé un thème graphique que vous avez designé vous-même ou vous avez fait appel à un prestataire, etc. J'allais en parler un peu par la suite. Au niveau des thèmes graphiques, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important
parce que ça configure l'ergonomie de votre plateforme. Et donc, si vous regardez dans Moodle, il y a quelques thèmes, notamment le thème classe, qui ressemble assez fort à ce thème-là. Moi, je me suis servi d'un autre thème, un thème payant. Vous savez les trouver sur Internet et dans l'espace de cours, vous avez le lien par rapport au thème. C'est quelques dizaines d'euros. Et ce n'est pas un investissement important, je trouve, par rapport aux services que l'on peut avoir. Surtout si on n'est pas programmeur ou informaticien pour vraiment aller coder dans un thème. En termes de modalités pédagogiques, j'ai du mal à cerner. Là, on est sur de la classe inversée. Parce que du coup, ça veut dire qu'ils sont en classe devant la plateforme, ils sont chez eux devant la plateforme. J'ai eu du mal à saisir. Oui, pour moi, ce n'était pas ça l'objectif. C'était pouvoir donner aux enseignants un espace dans lequel ils pourront l'utiliser comme ils veulent. Que ce soit en classe inversée ou en classe traditionnelle. C'est faciliter la mise en route de l'utilisation d'une plateforme Moodle. Et du coup, vous avez dialogué avec les équipes d'enseignants, parce que je sais que l'une des difficultés, alors peut-être pas en primaire, mais dans d'autres contextes, le fait que les enseignants doivent s'emparer de contenus qui ne sont pas faits par eux-mêmes. Parce qu'en effet, des contenus, on en trouve plein, mais la plupart du temps, les enseignants ont du mal à utiliser en cours des contenus qu'ils n'ont pas élaborés eux-mêmes. Tout à fait d'accord. Eh bien, justement, c'est pour ça que, ici, dans la plateforme, au départ, vous n'avez pas de contenu. C'est à eux à venir mettre les contenus dans une structure qu'ils ne doivent pas commencer à mettre en place. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Je suis Pierre-Yves Robert, je fais partie du groupe NACE qui possède beaucoup d'écoles qui enseignent donc de la maternelle jusqu'à la terminale. Vous avez passé lors de votre présentation sur un problème sur lequel nous butons actuellement, c'est le carnet de notes, les bulletins. Comment est-ce que quelles sont les pistes de recherche que vous avez actuellement en étude pour résoudre ce problème-là? Voilà, on est vraiment au même point. Donc ce n'est pas du tout convivial. Et je pensais éventuellement à une exportation et pouvoir le traiter avec un tableur ou quelque chose comme ça et du publi-postage. Mais sinon, pour chaque cours, on sait avoir un cahier de notes qui est correct. On sait déjà aussi récupérer en fait la note de période. Et donc, on sait avoir pour chaque cours la note de période. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, en fait, dans la manière d'évaluer, c'est une évaluation continue. Et donc, ce qui veut dire, si j'ai 5 périodes, j'ai des points pour la période 1, j'ai des points pour la période 2, et la note qui va être générée, ça va être la note, en fait, lorsqu'on est à la fin de la période 2, à quel état tu es. Ce n'est pas l'idée de faire des moyennes par après. Et donc, c'est une évaluation continue de façon à ce que l'élève sache à n'importe quel moment de l'année, pour le moment, tu es à 75% de réussite. Pour le moment, tu es à 40% de réussite. Voilà comment, avec Moodle, ça fonctionne dans le cas ici du cahier de code. Et donc, pour avoir un bulletin, ce sera soit par une exportation, soit un plugin, si éventuellement il y a des gens qui sont intéressés pour développer ce genre de choses, ça nous serait bien utile, tout à fait. Les écoles utilisent souvent des cahiers, des bulletins, c'est des plateformes bulletins, Bulluc, Bullréseau, etc., où les enseignants vont simplement encoder leurs notes dans ce bulletin-là, qui a évidemment énormément de paramétrage, mais on est tout à fait en dehors de Moodle. Et l'objectif est de pouvoir rester dans Moodle. Et donc, pour le moment, je n'ai pas vraiment de solution. Et il faut voir aussi quelle est
la solution qui est implémentée pour le moment dans l'école. Merci. Il y avait une question juste devant ici. Bonjour, Catherine Nguyen à l'Université de Montpellier. Est-ce que vous pouvez développer sur l'utilisation du plugin canadien Mentor dont vous avez parlé? En quoi est-ce que ça consiste? Quelle est la plus-value en fait par rapport à une création d'un compte local pour les parents? C'est un compte local qui permet de visualiser certaines choses, comme par exemple, il pourrait visualiser les résultats qu'il a obtenus jusqu'à présent. Voilà, c'est ça que permet ce plugin-là. Et je ne l'ai pas encore assez travaillé et développé pour pouvoir vraiment vous en parler jusqu'au bout. Voilà, vous avez ici cet outil-là, c'est celui-là. Et donc, il permet au mentor manager qui devient en fait le parent de pouvoir consulter les évaluations de son enfant. Pardon? Oui, tout à fait. Seulement, on sait l'installer sur un 3.7. Voilà. Par contre, donc j'ai fait un test en 3.7, il est installé, il n'a pas fait de message d'erreur, et donc c'est déjà bien. Donc maintenant, pendant les vacances, je vais essayer de voir toutes les possibilités de ce plugin-là. Des questions, des remarques. Je notais également, c'était intéressant l'idée des avatars mis par défaut finalement. Est-ce que du coup les étudiants les changent? Parce qu'il y avait une autre banque de données justement où c'était des avatars en forme de vilaine tête. Je ne sais pas si vous avez connu mais je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est un peu le même principe. Mais du coup l'idée c'était d'obliger finalement les participants à changer le visage. Voilà. Est-ce que dans le cas des étudiants, ils le font ou pas, enfin des élèves? Ici, je n'ai pas encore eu beaucoup l'occasion d'expérimenter avec les élèves, donc je ne sais pas vous donner une réponse par rapport à ça. Par contre, sur l'espace de cours, vous allez pouvoir télécharger une banque d'avatars, une banque d'informations ou de choses que vous pouvez encoder directement dans votre Moodle. Et c'est vrai que ça c'est un point assez important. Moi c'est vrai que j'utilisais beaucoup en fait l'importation des avatars en masse finalement dans Moodle, tout à fait. En mettant simplement donc le login de l'utilisateur suivi de PNG, finalement c'est du PNG. Voilà. Hop, on crée une archive, on importe tout cela. Et c'est vrai que du coup, moi j'avais remarqué à l'époque où je faisais pas mal d'espace collaboratif que le fait d'avoir un avatar, la photo de l'étudiant, ça joue énormément. En fait, ça a un impact assez impressionnant en fait sur l'engagement. Et tout ce qui permet d'humaniser quelque part l'espace est le bienvenu. Et c'est vrai que c'est des points quand même sur lesquels il faut être vigilant, je pense. Voilà. Et donc j'ai créé les avatars avec chaque fois un numéro, par exemple 501, 502, 503, etc. qui correspond au 5, c'est parce que tu es un élève de cinquième année. Donc 501, c'est son nom, et élève, c'est son prénom. Et donc, automatiquement, vous savez, comme tous les comptes élèves sont créés chaque fois avec un numéro et le mot élève, ça va très facile, c'est très facile pour pouvoir assigner ces avatars aux élèves. Parfait, bien, je crois qu'on peut applaudir pour cette présentation, cette excellente présentation. Et je vous invite, comme toujours, à remplir le klaxoon avec le code qui est juste en bas du slide. Bon, c'est écrit en assez gros, je pense que vous arrivez à le lire. Et voilà, donc c'était la dernière présentation de cette session.